Et l'Égypte et la Jordanie ont catégoriquement rejeté toute idée impliquant le déplacement des Palestiniens de leurs terres, insistant sur le fait que les efforts de reconstruction doivent se poursuivre tant que les Palestiniens restent sur leur territoire. Le Caire avait annoncé au lendemain des propos du président américain Donald Trump sur son projet de prise de contrôle de Gaza après avoir envoyé les Palestiniens en Égypte et en Jordanie qu'il accueillerait une réunion extraordinaire des dirigeants arabes le 27 février pour aborder les développements critiques de la cause palestinienne, une réunion qui a été reportée au mois de mars. L'Égypte a annoncé qu'elle présenterait un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza, garantissant au peuple palestinien de rester sur ses terres conformément à ses droits légitimes et légaux. Et la bande de Gaza, dévastée par 15 mois de guerre sanglante israélienne, a besoin de 53,2 milliards de dollars pour sa reconstruction, selon les estimations de la Banque mondiale, des Nations unies et de l'Union européenne. Selon le rapport conjoint publié par la Banque mondiale hier, Gaza a besoin d'un financement urgent de 20 milliards de dollars à court terme dans les 3 premières années et le reste dans les années à suivre. La priorité doit être accordée dans l'immédiat à la restauration des services sociaux tels que la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau et les télécommunications ainsi que le nettoyage des décombres. Le rapport a estimé que les dommages entre octobre 2023 et octobre 2024, soit les pertes directes de la guerre, s'élèvent à 49 milliards de dollars. Les dégâts aux infrastructures sont estimés à environ 29,9 milliards de dollars et les pertes économiques et sociales sont de 19,1 milliards de dollars. Le logement est le secteur le plus perdant avec 15,8 milliards de dollars américains alors qu'un précédent rapport de l'ONU avait établi que plus de 90% des logements dans la bande de Gaza ont été détruits. À la fin du rapport, les 3 entités ont affirmé nos organisations sont prêtes à soutenir la préparation de ces travaux et leur mise en œuvre une fois les conditions réunies. Passons au Liban où le président Joseph Aoun et le président du Parlement Nabih Berri et le Premier ministre Nawaf Salam ont annoncé mardi que la présence continue d'Israël sur n'importe quelle parcelle du territoire libanais est considérée comme une occupation avec toutes les conséquences juridiques que cela implique en vertu de la légitimité internationale. Ils ont également affirmé le droit du Liban à utiliser tous les moyens pour garantir le retrait de l'ennemi israélien. Dans une déclaration commune publiée à l'issue de la réunion de mardi au palais présidentiel, les 3 dirigeants ont souligné la nécessité d'un retrait total d'Israël du territoire libanais occupé conformément aux lois internationales et aux résolutions des Nations Unies, en particulier la résolution 1701. Ils ont également souligné le rôle de l'armée libanaise et sa pleine disposition à assumer ses fonctions le long des frontières internationales reconnues d'une manière qui préserve la souveraineté nationale, protège le peuple libanais, du Liban Sud surtout, et assure sa sécurité et sa stabilité. Cette prise de position intervient quelques heures juste après que les forces israéliennes ont achevé leur retrait des derniers villages et villes. Elles ont toutefois maintenu une présence militaire en 5 points clés de la frontière. Et le Hezbollah a annoncé qu'il organiserait le 23 février les funérailles de son ancien chef Hassan Nasrallah, assassiné le 27 septembre dans un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth. Ces funérailles populaires devraient permettre de l'inhumer dans un terrain situé entre l'ancienne et la nouvelle route menant à l'aéroport, avait révélé début février Naïm Qassem, le successeur de Hassan Nasrallah, à la tête du mouvement libanais. Hassan Nasrallah a été temporairement enterré dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Lors d'une conférence de presse, Ali Daher, coordinateur du comité supérieur des cérémonies funéraires du Hezbollah, a déclaré que la cérémonie débutera le dimanche 23 février à la cité sportive Camille Chamaoun de Beyrouth à 13h heure locale.
Le même jour seront également célébrées les obsèques de Hachem Safieddine, ancien président du conseil exécutif du parti chiite et successeur pressenti de Nasrallah. Sa mort a été officialisée le 23 octobre. Il avait été la cible d'une frappe aérienne massive dans la nuit du 3 au 4 octobre. Hachem Safieddine sera inhumé dans son village natal de Der Qanoun al-Nahr au sud du Liban. Et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait état mardi de combats meurtriers qui ont tué des civils et blessé un casque bleu dans le nord de ce pays instable. L'État le plus jeune de la planète, riche en pétrole mais extrêmement pauvre, est miné par les luttes de pouvoir, la corruption et les conflits ethniques. Des combats ont éclaté les 14 et 15 février entre l'armée sud-soudanaise et des jeunes armées à Nasir dans l'état du Haut-du-Nil bordant le Soudan, affirme la mission des Nations Unies au Soudan du Sud dans un communiqué. Le texte n'identifie pas clairement les individus qui se sont affrontés à l'armée, mais souligne que des combats ont utilisé des armes lourdes qui ont, selon certaines informations, entraîné des morts et des blessures de civils ainsi que de personnes armées. Le communiqué ne donne pas non plus de détails sur le nombre de victimes, mais affirme qu'un casque bleu en patrouille a été blessé. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.